Bismillahirrahmanirrahim, c'est moi qui vous remercie. Donc on m'a chargé de parler des résistances bactériennes en Afrique issues des données du REARIR. REARIR, c'est le réseau africain de recherche en infectiologie et en réanimation. Donc je vous en dirai un petit mot sur ce réseau-là. Alors, le rationnel de ces données en résistance des bactéries dans ce réseau-là, c'est que les données microbiologiques sont bien sûr très évolutives. C'est que les données disponibles sont très éparses en Afrique. On ne sait pas très bien ce qui se passe. Et les données qui sont existantes, aussi bien dans notre pays que dans les pays d'Afrique dont fait partie que le réseau regroupe, ces données microbiologiques sont brutes. C'est des données de microbiologistes. Ce n'est pas des données de cliniciens. Ça veut dire que les germes qu'on va avoir et leur sensibilité aux antibiotiques, entre autres dans notre pays, on ne sait pas très bien ce qui est communautaire de ce qui est nosocomial. Et puis on ne connaît pas les données spécifiques de réanimation, notamment les données en termes de résistance microbienne, mais associées aux données cliniques, encore une fois. Toutes ces choses-là, on ne les connaît pas, d'où l'idée du réseau. Et la mise en place du réseau a été faite fin 2022, début 2023. Il y a eu 2 réunions en présentiel, notamment à Marrakech, avec les représentants des réanimations africaines des pays francophones africains qui voulaient bien faire partie du réseau. Donc ça a débuté il n'y a pas très longtemps. Et puis l'autre rationnel pour vous présenter ces résultats-là, c'est que si on prend les résistances qui existent en Afrique, alors chaque fois que la couleur est sombre, ça veut dire qu'il y a beaucoup de résistance. Alors ça, c'est une étude assez récente, mondiale, qui a évalué la richesse en gènes de résistance des bactéries existantes dans une centaine de pays dans le monde. Vous voyez que le Maroc est représenté. Et vous voyez que si on prend l'Afrique, les couleurs sont foncées. Ça veut dire que nos germes, au niveau de l'Afrique, ils ont du matériel génétique qui est très très important et très riche en termes de gènes de résistance. Donc, quid de nos données spécifiquement en réanimation? Ici, c'est des données qui ont été collectées par les germes des égouts. Et au Maroc, ils ont pris les égouts de Casablanca. Alors voilà comment on a procédé. 7 pays se sont intéressés pour rentrer dans le réseau, les pays du Maghreb, et puis 4 pays subsahariens, Sénégal, Niger, Congo-Brazzaville et Mali. En tout, on avait pour ces 7 pays 40 unités de réanimation et on a fait un recueil prospectif des infections nosocomiales sur 6 mois. Donc c'était du prospectif pour qu'on ait des données fiables et c'est des données de fin 2023 jusqu'à avril 2024 et tous les patients adultes admis en réanimation au-delà de 48 heures étaient inclus. Alors les critères diagnostiques des infections nosocomiales en réanimation, c'est ce qui a été relevé. Ces critères, c'était les critères du CDC américain. Et on a considéré les infections nosocomiales les plus fréquentes, à savoir les bactériémies associées aux cathéters centraux, les pneumonies acquises sous ventilation mécanique et les infections urinaires sur sonde. Toutes les infections communautaires, tous les germes issus des infections communautaires et des colonisations nosocomiales, sans qu'il y ait une infection, ont été exclus. Et la sensibilité utilisée était la sensibilité qui utilisait les critères de Leucast. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer les choses, mais si on prend 40 unités de réanimation dans des pays où la culture de la recherche n'est pas très forte, pour ne pas dire autre chose, vous pouvez imaginer la difficulté de recueil des données au niveau de 7 pays africains, au niveau de 40 unités de réanimation. Donc il fallait un effort particulier pour faire ça, pas de ma part particulièrement, mais de la part de tout le réseau.
Alors, ce qu'on a fait après la constitution du réseau, c'est qu'on a réalisé au moins 2 réunions virtuelles, puisque les pays étaient éparses, pour la mise en place de l'étude. Donc, on a mis en place le protocole de l'étude, on a mis en place une fiche d'exploitation, on a présenté l'étude à tous les investigateurs et on a insisté sur la qualité de recueil des données et on a réalisé des fiches tests. Ça veut dire que toutes les 40 unités de réanimation devaient remplir des fiches chez des malades alors que l'étude n'avait pas encore démarré pour, tout simplement, encore une fois, assurer une bonne qualité de recueil des données. Donc, on voulait absolument des données fiables. Il y avait un investigateur responsable par pays et 2 à 3 investigateurs responsables par unité de réanimation. Et il y avait un double check des fiches, toujours pour la qualité des données, un check par l'investigateur du pays et un check ensuite par l'investigateur principal de l'étude. Alors voici les résultats. Il y a un peu plus de 3000 malades qui ont été recueillis sur les 6 mois. Ce sont des malades de réanimation classiques. Alors, si on veut comparer ces malades de réanimation avec les réanimations occidentales, nous avons des malades un peu plus jeunes, donc vous avez une médiane ici de 50 ans. On a aussi des malades qui sont un peu moins graves que les malades occidentaux, de réanimation occidentale. C'est représenté par le score Apache. Et puis la mortalité globale était de 35%. Voilà, c'est la mortalité, disons, moyenne de nos services de réanimation marocains. C'est la même chose pour les pays d'Afrique qui faisaient partie du réseau. Alors, première donnée en termes de microbiologie et d'infection nosocomiale, c'est l'incidence des infections nosocomiales. Donc, vous allez connaître l'incidence des infections nosocomiales dans nos services de réanimation. Alors, je ne vais pas juste donner des chiffres bruts. Ce qui est intéressant, c'est de comparer cette incidence-là avec l'incidence d'autres réseaux qui sont comparables au réseau africain. Alors, on a pris le réseau INIC. INIC, c'est International Nosocomial Infection Control Consortium. Alors, c'est un consortium international. Pourquoi on a choisi ce réseau pour benchmarker? Pour la simple raison que c'est un réseau qui élimine les pays occidentaux. Donc, l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord et l'Australie ne font pas partie de ce réseau. Il y a 45 pays dans le réseau et 664 services de réanimation. Et voici tous les pays qui sont dans ce réseau-là. On peut voir que ce sont des pays dont les ressources sont plus ou moins équivalentes aux pays du réseau. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on a choisi de comparer les données du réseau africain à ce réseau-là. La deuxième raison, elle est purement scientifique, c'est parce que les critères diagnostiques utilisés pour diagnostiquer les infections nosocomiales dans ce réseau-là sont exactement les mêmes que les nôtres, à savoir les critères du CDC américain. Alors, voici les résultats d'incidence. Alors, si on prend toute infection nosocomiale comprise, vous avez, et qu'on la compare avec l'INIC, qui théoriquement, on devrait être plus ou moins identique à lui, nous avons dans nos services de réanimation 2,5 fois plus d'incidence d'infection nosocomiale que dans le réseau dont je vous ai parlé, hors pays occidentaux. Donc ça, c'était une première donnée qu'il fallait absolument qu'on la diffuse auprès de la communauté pour leur dire on ne fait pas bien, on fait très, très mal nos infections, on affecte trop nos malades. Donc ça, c'était un premier résultat. Si on rentre dans les détails, vous avez les différents types d'infections nosocomiales, bactéries liées au cathéter, pneumoniaquis sous ventilation, infection urinaire sur sonde, et qu'on compare toujours au réseau hors pays occidentaux, c'est toujours le même résultat que les données d'incidence globale, c'est-à-dire 2 à 3 fois plus d'incidence. Si maintenant on voit dans les pays occidentaux, si on nous compare aux pays occidentaux, ici aux États-Unis, c'est 5 à 10 fois plus. Si on prend les États-Unis, nous infectons nos malades 5 à 10 fois plus que les malades de réanimation aux États-Unis, et nous infectons 2 à 3 fois plus nos malades de réanimation par rapport à des pays comparables aux nôtres. Ça, c'est un premier résultat. Vous savez que pour faire mieux, il faut savoir ce qu'on fait. Donc, c'est l'idée principale. Alors, pour parler spécifiquement maintenant de la microbiologie,
Les germes retrouvés sont en très grande majorité des bacilles gram négatifs, 9 fois sur 10, c'est des bacilles gram négatifs. Et parmi ces bacilles gram négatifs, 1 fois sur 2, ce sont des entérobactéries, et 1 fois sur 2, ce sont des non-fermentants, Acinetobacter et Pseudomonas principalement. OK? Et si on prend maintenant le sujet de ma présentation, à savoir la résistance aux antibiotiques, si on prend l'Acinetobacter, Acinetobacter qui, comme vous le savez, est un germe non fermentant, c'est le germe qui a été le plus souvent isolé chez nos patients infectés. Ce n'est pas des germes de surface, ce n'est pas des germes colonisants, c'est des germes infectants avec des critères bien établis du diagnostic d'infection nosocomiale. Et quand on évalue sa sensibilité aux antibiotiques, voilà ce qu'on a. On a imipenem, amikacine, c'est quasiment toujours résistant. Et on a colestine, il y a une résistance à 8%. Alors, quand on a un Acinetobacter qui est quasiment toujours résistant aux antibiotiques disponibles et qu'il ne reste que la colestine pour le traiter, généralement, ce sont des échecs thérapeutiques pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la colestine est un antibiotique qui diffuse mal dans les tissus. Et la deuxième, c'est que la colestine est un antibiotique qui est toxique. On est obligé d'utiliser de fortes doses pour être efficace, et par là même, on devient toxique. Pour être efficace, il faut être toxique pour la colestine. Je vous laisse réfléchir sur le sujet. Si on prend Pseudomonas cette fois-ci, c'est beaucoup moins sévère en termes de résistance que l'Acinetobacter. On a 1 fois sur 3 une résistance aux antipseudomonas. Imipenem, tazocilline, ceftazidime, etc. Donc 1 fois sur 3, on a des germes qui sont résistants aux antibiotiques qu'on utilise contre ce germe-là. Et c'est aussi, concernant la colestine, 8% de résistance. Donc, clairement, on va avoir, pour les non-fermentants, des impasses thérapeutiques. Clairement. Il y aura des impasses thérapeutiques. Et il y a des impasses thérapeutiques pour ces germes-là, vu les chiffres que vous avez. On a au moins une impasse thérapeutique sur 10 si on prend uniquement la résistance à la colestine, avec une multirésistance aux autres antibiotiques. Alors pourquoi c'est important de savoir ça? C'est parce que les infections à germes résistants de cette manière-là sont clairement responsables d'une surmortalité chez nos patients. C'est démontré dans la littérature depuis pas mal de temps. Ça, c'est un papier qui date de 10 ans déjà, qui a montré que lorsque vous avez des germes multirésistants, très résistants aux antibiotiques, ils sont responsables d'une surmortalité, pas parce qu'il y a une virulence particulière de ces germes-là, c'est parce que tout simplement, il y a un retard à la mise en route d'une antibiothérapie efficace, tout simplement. Vous allez mettre des antibiotiques, vous avez une forte chance de ne pas être efficace initialement, et c'est un retard à la mise en place d'une antibiothérapie appropriée qui est responsable de cette surmortalité. Donc la solution, c'est quoi? C'est de trouver des moyens diagnostiques. Je pense que vous les connaissez mieux que moi, et notamment en termes de biologie moléculaire, mais aussi en termes de gestion des prélèvements, en termes de rapidité et de communication entre le clinicien et le biologiste, pour pouvoir avoir une réponse rapide en termes de sensibilité des germes aux antibiotiques, pour pouvoir mettre une antibiothérapie appropriée et rapide. Donc, une des solutions, c'est bien sûr la biologie moléculaire. Vous connaissez tous ce test-là. Alors ça, c'est des crachats d'un patient de Tanger. Donc, il m'a été donné par un collègue. En fait, c'est un collègue qui m'a demandé mon avis sur ce germe-là. Alors, il a trouvé un pseudomonas dont le crachat, c'était un malade qui avait une BPCO. Et avec ce pseudomonas, il y a une sécrétion d'une métallobêta-lactamase, une sécrétion d'une carbapénémase, qui va rendre le pseudomonas résistant à tous les antibiotiques, sauf peut-être à la colestine. Donc, je vous dis un petit peu les germes qui sont en train de circuler. Ce n'était même pas un malade de réanimation. Alors, pour les autres germes, les entérobactéries notamment, ici je donne l'exemple du Klebsiella pneumoniae, eh bien, dans nos services de réanimation, lorsque le Klebsiella est responsable d'une infection nosocomiale, il va être résistant 3 fois sur 4 à la ceftriaxone, 1 fois sur 2 à l'imipenem et 1 fois sur 3 à la colestine. Et ce sont des données
qui sont africaines, d'accord, mais on a des données marocaines, ça c'est le CHU de Marrakech, qui a montré exactement le même taux de résistance. Vous avez le Klebsiella, qui est résistant au carbapénème et sensible à la colistine dans 27% des cas. C'est exactement les mêmes chiffres. Donc on peut très bien transposer les chiffres qu'on a obtenus dans le réseau africain à nos germes marocains sans problème. Alors que disent les recommandations pour traiter ce genre de germes? Ils nous disent, vous avez 2 ou 3 antibiotiques qui restent efficaces, le céphidérocol, l'astréonam et la vibactam. Ces antibiotiques ne vous disent rien du tout, c'est normal, parce qu'on ne les a pas. Donc, quand on va avoir une résistance, multirésistance chez nos germes, on aura des antibiotiques disponibles sur le marché mondial, non disponibles chez nous, et donc des impasses thérapeutiques encore une fois chez nous. Il faut être bien conscient de ça. Pour résumer un petit peu les choses, nous avons un taux d'incidence d'infections nosocomiales en réanimation très élevé, et malheureusement, ces infections sont dues à des germes très résistants et parfois d'autorésistants aux antibiotiques disponibles. Restez en bonne santé et ne rentrez pas en réanimation au Maroc. Alors pour les autres germes, les cocci, on a un Staphylococcus aureus qui est résistant dans 40% des cas à l'oxacilline, mais il reste sensible à la vancomycine, donc on n'est pas encore arrivé à de la totorésistance pour ce germe-là. Pour l'entérocoque, on a quand même une résistance aux anti-cocci plus concernant l'entérocoque faecium qui va atteindre 20% de résistance à la vancomycine. Voilà, donc un entérocoque faecium responsable d'une infection. Ce n'est pas évident d'en faire le diagnostic, parce que généralement, c'est un germe qui n'entraîne pas d'infection, mais lorsqu'il infecte le patient, lorsqu'il est infecté par un germe résistant à la vancomycine, vous n'aurez pas de possibilité thérapeutique, à part peut-être le linozélide, qui est très cher. Donc, un message qui est important, c'est que l'impasse thérapeutique, pour certains germes, en tout cas en réanimation, elle est factuelle au Maroc. C'est une réalité. Et il est clair qu'un certain nombre de nos patients va être infecté par des germes pour lesquels on n'a pas de solution antibiotique. Ça, c'est clair. Alors, c'est pour ça que le réseau, en collaboration avec la Société marocaine d'anesthésie-réanimation et la Société africaine de réanimation francophone, ont émis des recommandations à Dakhla en septembre 2024 pour essayer de pallier à cette problématique-là. En tout cas, on fait notre rôle de société savante, tout simplement. On dégage nos responsabilités. Ces recommandations, c'est principalement les suivantes. Il faut continuer d'évaluer, de savoir ce qui se passe chez nous. Il faut absolument ne pas arrêter de faire de la recherche pour qu'on sache ce qui se passe et comment ça évolue. Ça, c'était la première recommandation. La deuxième recommandation, c'est bien sûr diminuer l'incidence des infections nosocomiales en réanimation. C'est la friction hydroalcoolique, c'est les protocoles et les procédures de soins pour l'insertion des cathéters et la manipulation des cathéters. Étant réanimateur, donc je peux vous dire qu'il y a très très peu de services qui ont des procédures écrites. Et parmi les services qui ont des procédures écrites, ces procédures ne sont pas réellement implémentées parce qu'il y a beaucoup de difficultés à implémenter un changement de comportement au niveau de nos soignants. Autre recommandation, c'est toujours pour la prévention des infections nosocomiales, c'est toujours les procédures de nettoyage, de désinfection des surfaces et, non des moindres, la mise en place de programmes de formation. On ne peut pas lutter contre quelque chose si on ne sait pas de quoi on parle. Donc quand on voit un petit peu, même nos enseignants en réanimation, ils ne sont pas conscients de l'existence de ces chiffres et de cette autorésistance, ils ne sont pas très conscients. Donc, que dire des jeunes? Donc, une des recommandations, c'est de lancer des programmes de formation, aussi bien en prévention qu'en microbiologie et qu'en utilisation des antibiotiques. Dernière recommandation de Dakhla, c'est qu'il faut que les moyens humains soient suffisants dans nos services de réanimation et qu'il faut qu'il y ait des plateaux techniques de microbiologie et des microbiologistes performants. Et qu'il faut qu'il y ait une communication des microbiologistes et des cliniciens pour d'abord diagnostiquer l'infection tôt
diagnostiquer une multirésistance si elle existe, et essayer de discuter des traitements efficaces. Et les messages, le premier, je le répète, il y a des impasses thérapeutiques au Maroc, en tout cas en réanimation, ça c'est sûr. Les moyens diagnostiques doivent être renforcés, notamment pour les germes qui sont hautement résistants. Il nous incombe à nous, médecins et biologistes, de faire comprendre à nos décideurs l'urgence de la situation. Nos décideurs ne savent pas ça, ils ne sont pas conscients. On leur écrit, on n'arrête pas de leur écrire, à travers la SMAR, à travers ce que vous voulez, c'est des lettres mortes, tout simplement. Donc on essaye toujours de leur dire, venez, voilà ce qui se passe, vous devez être conscients de ça, et il faudra que nos décideurs mettent à disposition des antibiotiques qui existent sur le marché mondial, qui ne sont pas nécessairement chers, dont certains sont chers, mais d'autres ne le sont pas, et qui ne sont pas disponibles chez nous. C'est à nos décideurs de faire ça. Mais ils doivent d'abord comprendre qu'on a besoin de ces antibiotiques-là, et puis vous mettez à disposition les antibiotiques que vous voulez, si ce n'est pas associé à un travail sur la manière d'utiliser les antibiotiques, si ce n'est pas associé à un travail sur la prévention des infections nosocomiales, ça ne donnera rien du tout, et merci de votre attention.